Je te remercie, non? Et je vous salue, mesdames et messieurs, donc, qui venaient en grande majorité du sud de la France. Et ça marche pas? Non, c'est qu'il faut le tenir. Ah oui, voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Oui, vous voyez que je n'ai pas d'expérience politique très marquée, hein, notamment. Et j'étais très heureux donc de vous rencontrer l'an dernier, de rencontrer le site, de voir le site. Et vraiment, je ne peux qu'être ému à la pensée que votre présence ici tient à des, disons, à des attachements, à des questions qui ne sont pas forcément solubles, mais, disons, méritent l'attention et, peut-on dire, un peu la mobilisation, non seulement de l'esprit, mais également du cœur, avec la réforme de vie qui s'y attache, voyez. C'est un peu une sorte de, je dirais, de catharsis, comme on dit en grec, c'est-à-dire de purification des mauvaises passions qui nous entourent, et s'intéresser, ah merci, voilà. Écoutez, je reprends donc, je vous remercie de votre présence. Vraiment, je n'ai pas du tout la tête politique. Et je vous accorde ce micro. Et je voudrais continuer un peu faire la suite, disons, de ce que j'ai dit l'an dernier, mais disons pour honorer les nouvelles visites et puis aussi pour vous remercier encore de votre attention. Je vais reprendre un peu et lier ce que j'ai dit l'an dernier à cette présentation de l'allemand et, disons, en profiter pour parler d'un peuple et d'une culture qui est malheureusement fort peu connue en France. Celui qui l'a dit, ceci, à savoir la mauvaise connaissance ou la méconnaissance que nous avons de l'Allemagne, a été bien prononcé, bien formulé dans le sud de la France par un homme de mère espagnol, de père français, qui était un hussard, un homme un militaire, disons, un homme qui avait fait les champs de bataille, puisque notre pays a été quand même le champion des batailles, plus que l'Allemagne d'ailleurs, hein, pendant les siècles. Nous sommes un peuple beaucoup plus batailleur, voyez, parce que nous voulons maintenir une unité qui, sans pouvoir central, ne tient pas. Alors que l'Allemagne a des partis autonomes, puisqu'elle est plus réfléchie, c'est-à-dire plus centrée sur la personnalité, voyez-vous, et non pas sur l'individualité du pouvoir. C'est ce qui explique justement ce qu'on appelle le Deutsches Wunder, le miracle allemand permanent, voyez. Quand j'ouvre par exemple les Échos, le journal de l'économie, qui est rue du 4 septembre, voyez, à Paris, eh bien, on me dit toujours, ah, l'Allemagne croyait être en déficit, elle ne l'est pas, voyez, elle s'en excuse presque, voyez. Et donc, il y a véritablement un travail de profondeur dans le pays, qui est ancien, et celui qui l'a remarqué, c'est un homme de Montpellier, de la région de Montpellier, justement, ou de, je crois, plus près de Limoux que de Montpellier, mais qui était, mon Dieu, j'oublie son nom encore, c'est le fabuliste Florian. Florian est peu connu, mais il est celui auquel on doit beaucoup de proverbes français. Par exemple, chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Bon, je ne dis pas que ça résout tous les problèmes de la diversité mondiale. Enfin, disons que c'est quand même une indication. Et c'est un homme qui a été malheureusement condamné par la terreur. Il est sorti de prison sous le robespierrisme pour mourir évidemment des suites de l'insanité, des insanités, même si je puis dire, selon l'ancien terme, des conditions de vie. Il est très peu connu en France aujourd'hui. On voyait encore ses poèmes dans les livres des années de primaire, surtout des années 1920 jusqu'en 1920, 25, 30. Et si vous faites son nom sur Internet, Florian, Florian, vous verrez des nouvelles. Et ces nouvelles sont des nouvelles espagnoles, des nouvelles indiennes, voyez. Et il y a une nouvelle allemande qui est intitulée Pierre, nouvelle allemande. Et il dit, la langue allemande est très peu parlée en France, c'est dommage, il dit. Les Français y perdent des connaissances utiles et les Allemands y perdent de la gloire. Et il dit, ce peuple-là ne parle que pour instruire et former la moralité. Quand on écoute un sermon, chez nous, les gens s'ennuient.
Ils ont le choix entre être libertins ou être cléricaux. En Allemagne, au contraire, le public est attentif. Parce que la langue porte, est-il, à des considérations, non pas des considérations d'approfondissement de soi. Voyez, il y a une certaine mélodie, une certaine harmonie. Et il dit les femmes qui écoutent deviennent plus chastes quand elles écoutent les sermons, les hommes deviennent plus doux. Et mais il dit, je sais que ce que je dis ne sera pas, disons, compris de mes lecteurs. Bien sûr, un pareil texte vaut aujourd'hui. Nous ne connaissons véritablement en France, peut-être pas même le quart de ce qui est produit en Allemagne aujourd'hui, dans tous les domaines. Et les domaines qui vous intéressent, par exemple, ce qu'on appelle faussement le paranormal, c'est-à-dire finalement l'approfondissement de la réalité, ici est un sujet qui est malheureusement entravé par la politique. On a l'impression qu'on dit, est-ce que ça me rapporte, voyez-vous, pour ma carrière? Et quelle opinion aura-t-on de moi si je cultive telle matière, voyez-vous? Et souvent, des garçons que je connais, des filles, enfin de mes anciens élèves, me disaient, Monsieur Dortiguet, je ne peux pas parler de ces sujets parce que j'ai peur du qu'en dira-t-on, j'ai peur de la réaction. Et si les réactions sont mauvaises, c'est qu'il n'y a pas dans l'esprit ici, humain, qui est l'esprit cultivé, une sorte de culture préalable de la sensibilité. Hier, quand Roch nous a posé, par exemple, la question aux robots, hein, aux jacobins du cosmos, vous voyez, on lui a dit, est-ce que vous avez eu peur à l'extérieur? Moi, j'aurais dit, est-ce que vous avez été surpris? Il a dit non. Pourquoi? Parce que pour lui, la condition d'être, c'est justement de ne pas avoir de sensibilité. Tandis qu'au contraire, en Allemagne, dans tous les domaines, y compris le domaine militaire, la sensibilité est première. L'invention est première. Vous allez me dire, mais il y a quand même d'autres peuples. Oui, mais je prendrai un exemple donné par Montesquieu, dans ce qu'on appelle les carnets de Montesquieu, qui sont à Bordeaux. Il dit, les Anglais ont beaucoup d'imagination, et pourtant, ils progressent moins en physique que les Allemands. D'où cela vient-il? C'est que la physique n'est pas une affaire d'imagination, une affaire d'hypothèse, de savoir ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas, ou ce que je veux tenter de prouver ou non. Simplement, pour pouvoir réussir en physique, il faut avoir l'ardeur de continuer les expériences. Il faut avoir le sens de la continuité. Et la continuité, elle n'est pas dans l'intellect. La continuité, elle est dans la sensibilité. Et l'intermédiaire, c'est l'imagination. Une imagination qui n'est qu'intellectuelle, non, est quelque chose qui s'épuise vite. Une imagination qui repose sur la culture de la sensibilité conduit au contraire à un approfondissement, non pas de l'esprit, mais dans le guémut qu'on appelle approfondissement de l'âme. Ce que je vous dis n'est pas du tout récent. On le trouve dans Kant, on le trouve dans plusieurs de ces domaines. Et les Allemands, donc, ne se sont refusés aucun domaine qui, en France, aurait été taxé de ridicule. En particulier, l'existence d'êtres extraterrestres a été toujours une occupation, je ne dis pas préoccupation, de la pensée la plus classique. Vous savez que le mot de classique, je dis ça pour la jeunesse, enfin je dis ça également pour ceux qui ont connu la jeunesse. Le mot de classisme, vous savez, d'après le latin, si on accepte l'existence du latin tel quel, désignait la flotte, c'est-à-dire ceux qui étaient équipés. Et une flotte était évidemment quelque chose de bien équipé, de bien solide. Et qu'est-ce que c'était qu'un enseignement classique? Un enseignement qui permettait de vous équiper justement pour naviguer. Naviguer sur, enfin, je m'excuse, je dis pas l'océan de l'esprit, mais disons naviguer, disons dans la vie, et disons également faire reposer la réflexion sur la capacité, disons, de poursuivre l'expérience. Ce n'est pas la question de faire une expérience, c'est de savoir, d'avoir le goût de la poursuivre. Vous avez eu, comment dirais-je, également ce qu'on appelait les classes dans l'enseignement. Ce n'est pas simplement, comme on croit aujourd'hui, des gens qui sont classés quelque part. C'était un lieu dans lequel on se fortifiait et on s'équipait pour naviguer justement par la suite. Voyez, c'est là le véritable sens de l'enseignement classique et des matières classiques. Le grec et le latin étaient considérés comme des matières classiques, en troisième lieu l'allemand surtout, parce qu'elles permettaient justement de donner à l'esprit une armature suffisante pour résister à ce que le fameux astronaute d'hier ignore, à savoir les chocs. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs réfléchir. Or, les Allemands donc ont réfléchi à tous ces domaines, y compris à ces domaines donc, qui aujourd'hui paraissent des questions paranormales. Non, c'est des questions tout à fait normales pour eux.
Et je donnerai comme exemple classique de philosophie, d'ailleurs c'est en français, de celui qu'Heidegger disait le plus allemand des auteurs allemands, a le mieux écrit en français, c'est Leibniz, vous savez, qui a fondé le calcul infinitésimal, qu'il a disputé à Newton, tout cela, et qui est mort pauvre, mais qui a été, disons, encensé par l'Allemagne et qui a été, disons, on peut dire qu'il a même, son français est un modèle du français qui sera, disons, un quart de siècle après lui. C'est un pré-voltairianisme. C'est, bon, Leibniz dit dans ses nouveaux essais sur l'entendement humain, qui est une critique d'un philosophe Locke, au livre, je ne sais pas, c'est près le livre 3e, le livre 4e, il dit que l'Église catholique, l'Église romaine, vous savez qu'il avait voulu unifier l'Église romaine et l'Église protestante. Et il y était parvenu. C'est uniquement par l'intervention des Français que la rupture s'est continuée. Parce que les Français ne voulaient pas qu'il y ait d'unité spirituelle en Allemagne. Enfin, c'était connu, on nous le disait, disons, c'est vrai, mais ces textes-là ne sont plus du tout, un objet d'entretien de la part des professeurs aujourd'hui. Leibniz dit donc que les théologiens de Rome se sont demandé qu'est-ce qui se passerait si on rencontrait des êtres venus d'ailleurs. Évidemment que s'ils se sont demandé, c'est qu'ils savaient qu'ils existaient. Quelle attitude avoir? Doit-on les considérer comme étant de la génération d'Adam, voyez-vous, qui a connu la rédemption du Christ? Voilà. Faut-il donc les baptiser? Voyez? Ou plutôt, mérite-t-il d'être baptisé? De même que le Christ a été un second Adam, voyez-vous, est-ce qu'ils appartiennent au premier Adam? Bon. Et la discussion, en effet, a eu lieu à Rome au XVIIe siècle, début XVIIe siècle, à la moitié du XVIIe siècle. Quelques, disons, 15 ou 20 ans avant que Leibniz y passe allusion. Et Leibniz, dans son français excellent, dit, en effet, ces hommes planétaires, c'est ainsi qu'il les appelle en français, les hommes venant des planètes, les hommes planétaires sont assez, il dit bien assez, approchants de nous. Or, s'il dit assez approchant, c'est qu'il en a une description. Et la description qu'on pense qu'il a eue, c'est celle qu'a eu le propriétaire de ce qu'on appelait le manuscrit de Voynich. Vous connaissez ce manuscrit de Voynich? C'est un manuscrit sur lequel Lanman a beaucoup parlé, qui a été trouvé dans la bibliothèque des Jésuites lorsque les francs-maçons italiens ont voulu, disons, s'emparer des Jésuites lors de l'unification de l'Italie. Alors, les Jésuites ont été amenés à vendre leur maison, etc., et donc à vendre la bibliothèque. Et par la suite, ils ont vendu donc ce manuscrit, et c'est un nommé Voynich, un Américain, qui a acheté le manuscrit, lequel se trouve aujourd'hui consultable aux États-Unis. Ce manuscrit de Voynich se présente comme un traité de botanique. Je suis vraiment heureux de vous en parler. Je ne pensais pas vous parler de Voynich, mais c'est un traité de botanique bien orné, avec un langage qu'on dit incompréhensible, mais qui est réel, évidemment, puisqu'on le lit. Alors, on a dit, la CIA a dit qu'elle avait mis en œuvre ses compétences informatiques pour déchiffrer la logique du système. Bon. Le fameux Erhard Landmann, le saxon, dont je vous parlais en dernier, a donné une interprétation, une traduction de plusieurs passages de Voynich, d'après la langue qu'il appelle la Théodiska Praha. Vous savez que les Français, si vous faites l'école des Chartes, etc., les Français vous disent, c'est pas du tout une manière de m'éloigner, enfin, les Français sont là. Les Français vous disent que le nord de la France a parlé une langue qu'on appelle le théotisque. On ne sait pas très bien quand, à partir de quand, ni jusqu'à quand, mais on sait que ça existe. Bien. Ce théotisque aurait été parlé à l'époque de Clovis. Il aurait été parlé par, justement, une tribu des Francs. Bien. Vous savez que Landman dit que les Francs, on a donné une étymologie, vous verrez la relation avec les extraterrestres, de Francs au XVIIIe siècle, par exemple. J'avais chez moi un livre de l'histoire de l'Allemagne par le marquis de Prade, que j'ai vendu par la suite pour faire de la place et tout. Et le marquis de Prade disait que Francs avait deux termes. Bien sûr, vous voyez le mot FR, c'est free.
comme Freemason, enfin donc comme franc, enfin, je ne sais pas comment dire, vous avez free, fry, et ans, A-N-S-E-S, qu'on dit être, si vous regardez un dictionnaire, les ans, ce seraient ce qu'on appelle les demi-dieux. Un demi-dieu, je vous dis aussitôt, le théos grec, c'est un être humain, un mortel, qui connaît l'apothéose par la mort. Évidemment, le Christ est un théos, puisque il connaît l'apothéose par la mort. C'est ça, c'est un des sens, vous savez, du concile de Nicée. Vous avez le terme de théos pour désigner, par exemple, un héros comme Héraclès ou d'autres, voyez-vous. Le terme de héros a ce véritable sens, c'est-à-dire celui qui a terminé sa vie et par là même, disons, atteint une autre limite, qui a monté de stade, si vous voulez. C'est ça le véritable sens de héros. Et donc, ce seraient ces anses, ces demi-dieux, voyez-vous, qui guideraient les hommes, mais ce sont des demi-dieux libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à des passions serviles. Et donc, les Français seraient des gens qui seraient, disons, du même ordre, du même type, par leur courage, par leur disposition, que ces anses. Leibniz lui-même a dit que le mot de français venait dans une discussion avec le professeur de Voltaire à Louis-le-Grand, qui était le père de Tournemine, dont Voltaire a fait l'éloge à la fin de sa vie, quand il avait une cinquantaine d'années, il a fait une belle éloge du père de Tournemine. Il a donné un cours, il a fait une dissertation sur de l'origine des Français. Il dit que les Français venaient, c'est pour mieux insister sur le résultat que je vous parle comme ça, les Français venaient, non pas comme le croyait, comme on l'enseignait d'ailleurs encore au XVIIe siècle chez nous, sous l'influence de l'Église catholique française, romaine française, je dis bien française, venaient des Grecs, c'est-à-dire étaient des Troyens, venaient de Troie, étaient, disons, aussi, s'étaient mêlés aux Grecs, étaient donc très parents de Énée, c'est-à-dire le fondateur de Rome, parce que la France a toujours voulu se rapprocher de Rome. C'est très important, ceci. On a même pensé quand on dit que Rome est fille née de l'Église, ça cache un mystère, c'est-à-dire est-ce que la France n'a pas contribué à la puissance romaine? Vous savez, même les présidents de la République ont la capacité, vous savez aujourd'hui, de refuser une nomination d'évêque. Vous voyez, il y a cela. Bon, je reviens sur les Français. Les Misinons, ils viennent en réalité du golfe de Finlande, etc. Ce sont des Germains, etc., qui sont installés. Et Landman prétend que le mot de franc est l'anglais, ou plutôt le hollandais fran, F-A-R-N, F-R-A-N, qui est l'anglais from, qui signifie l'origine. Et il voit le terme, le C de français, dans le mot, la province allemande qui est limitrophe de chez nous, qui est la Franconie, la Webersburg, tout ça. Et donc, Franconien, vous n'avez qu'à penser à la ville de Konya en Turquie, c'est-à-dire c'est la ville qui vient du Khanat d'Asie centrale. C'est pour ça que dans ce nouveau essai sur l'entendement humain, il dit l'Europe est fille de l'Asie, c'est-à-dire nous venons d'une origine, c'est-à-dire nous sommes des nomades, si vous préférez, enfin des nomades qui ont des sites, des colonies, voyez-vous, mais nous venons, disons, d'une source primitive qui s'est répandue. Vous savez qu'on a dit, par exemple, que là où je vais en Iran, serait le fameux plateau d'où les Aryas seraient partis. Voilà. Et cette origine-là me semble juste. Maintenant, il s'agit de savoir que signifie ce Khan. Évidemment, un très jeune enfant pourrait nous répondre. Si vous dites Khan à un garçon, il dit c'est le canot. Et bien sûr, c'est un canot. Et un canot qui est sur, je n'ose pas dire Homer, das Hohe Meer, la grande mer, mais c'est le canot qui est sur l'océan des peuples, c'est-à-dire ce qui entoure la terre. C'est ça que voulait dire Landman. En faisant de Homer, non pas un homme, puisque chacun, on se demandait est-ce qu'il existe, est-ce qu'il y en a plusieurs, mais que signifie le mot de Homer, qui n'était pas utilisable en grec. Il n'a pas de sens en grec. Il faut bien savoir cela. Alors, la question que pose l'allemand et qui est propre à l'esprit allemand, dans lequel l'esprit allemand a le plus de facilité, c'est de questionner l'origine. Non pas indiquer une origine, mais s'ouvrir, comme dit Goethe, à ce qui est déjà ouvert devant nous. Donc, pour s'ouvrir à ce qui est ouvert devant nous, il faut avoir une attitude de contemplation, mais en même temps, une attitude mais pas passive. Il faut sans cesse
non pas interroger, comme on le croit, mais s'interroger sur ce que nous voyons. Quand on dit interroger, je vais vous faire de la philo classique, en fait, de Heidegger, on veut sommer quelque chose. Écoute, je te demande, de quelle partie tu es? Qu'est-ce que tu vas dire? Je te demande, qu'est-ce que tu penses, je ne sais pas moi, de la discrimination raciale, je ne sais pas, enfin, ou du général Lee? On vous somme de répondre. Mais sich fragen, ce n'est pas demander, c'est s'interroger soi-même, c'est-à-dire s'ouvrir au terme de la question. Et c'est ce qui s'appelle philosopher. Puisque philosopher, c'est se connaître soi-même, c'est-à-dire entendre ce que nous dit la raison. Et pour cela, il faut avoir une attitude d'écoute de la raison. Et non pas, comme on dit aujourd'hui, de constructivisme. Je fais un modèle, et si ça ne marche pas, eh ben c'est comme une femme, j'en prendrai une autre, ou je prendrai un monsieur, voyez? C'est-à-dire, je changerai de modèle. Vous voyez ceci. Et cette question, donc je reviens sur les mythes, il a évoqué ces hommes planétaires. Descartes l'avait évoqué aussi, mais sans le dire. Dans une lettre à... Vous savez qu'il a eu 2 seules personnes, comme j'en parlais à Émilie, 2 seules personnes comme étudiantes privées, parce qu'il n'avait pas le droit d'enseigner en France. C'est-à-dire qu'il y avait des coteries. On se demandait à quel parti il appartenait, vous savez. Il en a eu tellement assez, d'ailleurs, il s'est engagé dans l'armée. Il était ingénieur militaire. Il ne s'est pas engagé dans l'armée française, il s'est engagé dans l'armée allemande. Il est allé faire le siège de Prague avec l'empereur. Et pour avoir aussi la paix. Voyez. Alors, Descartes a écrit, il avait 2 élèves. Celle que vous la connaissez, c'est la reine de Suède, bien sûr, Christine. Et il avait aussi la princesse Palatine, qui avait à peu près une 30aine d'années. Et il écrit à la princesse Palatine qui lui demande ce qu'il pense du ciel et des gens qui peuplent le ciel, mais elle ne dit pas cette forme-là. Elle dit quelle est la relation de la terre au ciel. Et lui, il dit ceci. Je n'ai pas exactement appris par cœur, mais c'est ce que je vous en parle comme en classe. Il dit si on imagine, je dis bien imagine, qu'au-delà des cieux, c'est-à-dire de la croûte de ce que nous voyons, que la terre soit plate ou ronde, qu'est-ce qu'on voit au-dessus? Si on imagine qu'au-dessus, il n'y a que des espaces tout à fait arbitraires. En français, ça s'appelle espace imaginaire. Et qu'en fait, tous les cieux ne sont faits, le premier, deuxième ciel, troisième ciel, etc. Comme vous dites partout, je fais dans l'anthroposophie, autre, on vous dira qu'il y a le premier ciel physique, deuxième ciel astral, il y a le ciel éthérique, etc. On vous fait monter l'échelle de Jacob, si je puis dire, voyez-vous. Jacob, ça signifie, d'après Landman, Yet Oben, celui qui chasse en haut, voyez. Celui qui chasse en haut, qui monte en haut. Eh bien, il dit, on rentre, on a l'illusion, il dit, si on s'imagine qu'au-delà des cieux, on entre impertinemment dans le conseil de Dieu, c'est-à-dire on rentre dans les affaires de Dieu.